on se définit plus tellement comme une néobanque. Notre approche, ça va toujours être de déployer des stratégies et des produits qu'on peut adapter dans tous les pays. Avoir conscience des différents actifs, des différentes stratégies d'investissement, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser pour pas faire n'importe quoi. Ma mère s'est fait voler 10 000 € par le fou conseiller. Tu as de plus en plus d'acteurs, de personnes qui vont très loin. Sous cette bannière de l'éducation financière, Le financier, c'est quand même un monde qui est difficile à pénétrer. tu as beaucoup de gens qui parlent d'éducation financière. Mais Oui, si c'est tu veux, vrai, ça il y en a veut un peu beaucoup. tout et rien dire. Il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec des produits bourrés de frais Bien sûr. et très peu performants. Si t'as pas un bon produit, c'est impossible. Tu peux pas te tromper les gens. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'avoir un produit top, quoi. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'une fintech que ton oncle connaît et qu'il utilise peut-être sans savoir, Revolut. C'est un peu la Swiss Army Knife des apps bancaires, paiement, épargne, voyage, investissement, tout ça dans une UX fluide qui donne presque envie de faire ses comptes. Mais malgré 50 millions d'utilisateurs dans le monde, en France, changer de banque reste un acte quasi religieux, on le fait tous les 9 ans en moyenne. Alors comment craque-t-on ce marché et comment aligne-t-on une croissance sur 40 pays avec des réalités locales très différentes ? Avec nous aujourd'hui, on a Nicolas Moinic, Country Growth Manager France et Benelux chez Revolut. Bienvenue. Merci. On a également Savinien de Bria, expert en croissance et sniper des taux de conversion. Bienvenue. Merci beaucoup. Et on a évidemment Samson Lewin, notre proviseur, celui qui envoie des remarques aussi cash que les virements instantanés. Salut Samson. Salut à tous. Au programme, comment coordonner la croissance entre 40 pays, les secrets marketing d'une hypercroissance maîtrisée, pourquoi la France reste frileuse avec les nouvelles banques, bienvenue dans La Récréation, l'émission où on mélange business et divertissement comme un bon cocktail. Let's go. Avant de rentrer dans la strat, petit tour de terrain. On va jouer, vous buzzez pour répondre, c'est rapide, c'est fun et ça évite les tartines PowerPoint. Revolut, alors ce qui va être cool, c'est de faire un de buzzer sans buzz. Ouais. Ok. Oui, Donc, tu je sais veux pas ce qu'on que vous allez buzz, taper. Tu veux qu'on tape Je sais pas, tapez dans les mains, tapez-vous, je sais pas. C'est le premier qui buzz ou c'est On chacun s'est son battu avant tour? d'arriver là justement. Attendez, vous savez quoi ? Regardez, on va faire ça, ça va être, voilà, vous avez un buzz chacun, ça va être une feuille de papier. D'accord. Le- Donc on buzz. Voilà, c'est votre buzz, ok ? D'accord. Et donc, Alors- le premier qui buzz à chaque qui répond ou Je vais te laisser buzzer. Je vais te laisser gagner tu me pour à chaque fois? te booster les Ouais. Bah, en fait, Ça part bien. non, ouais, vous pouvez répondre. Le premier qui buzz répond, ok ? On va voir comment évolue ce jeu. D'accord. Ça vous va ? Ok, c'est parti. Alors, Revolut, c'est une app pour payer sa bière à Berlin, une néobanque qui intègre tous les usages financiers, ou une marque qui a plus de features qu'un iPhone 9 ? Je sais pas, t'as peut-être la réponse. Alors je buzz. Je vais dire 3. Effectivement, on a beaucoup de fonctionnalités aujourd'hui. Oui, c'est une question compliquée, mais je dirais 3. T'aurais dit ça aussi ? Ouais. Moi j'aurais dit un peu de tout, notamment. La première, c'était quoi, tu m'as dit? Alors, une app pour payer sa bière à Berlin, Oui, c'est vrai que c'est un peu de tout. C'est Effectivement. effectivement. une À néobanque, Berlin, à Paris, Ça pourrait être un en nom pour Thaïlande. une pub. Ouais, Ça pourrait être un angle pour une pub. oui. paye ta bière à Berlin avec Revolut. Une néobanque qui intègre tous les usages financiers. Alors, je dirais 1 et 3, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on se définit plus tellement comme une néobanque. C'est vrai que c'est un terme qui a souvent été utilisé pour parler de Revolut. Aujourd'hui, si tu veux, on est vraiment une banque en ligne. On est vraiment une banque du quotidien. Et donc, ce terme de néobanque était un peu restrictif. Donc, on ne l'utilise plus vraiment. Donc, 1 et 3, monsieur. Ok. Tu veux dire que vous avez passé la phase enfant et que vous voulez être perçu comme un acteur Voilà, bah, c'est sûr, vraiment quoi. une réalité, si tu Ouais. veux. Aujourd'hui, c'est vrai que Revolut, on s'est monté, créé en fait sur l'utilisation de plein de produits différents. Et aujourd'hui, on est vraiment une banque en ligne Oui, ce qui à complète. l'époque si tu était veux. un élément différenciant, le fait d'être une néobanque. Aujourd'hui, comme vous voulez jouer sur gagner Exactement. la confiance de vos utilisateurs, on parlait de l'oncle tout à l'heure, qui je pense est réticent parfois à utiliser Revolut parce Ah, et qu'il mon manque père, de ouais. confiance. Ouais, il doit envoyer aujourd'hui, 10 il a besoin millions de dollars. Le mec est hyper riche. Le néo peut peut-être être un frein. Tout à fait. Aujourd'hui, si tu veux, Revolut, c'est l'application bancaire la plus téléchargée en France en 2024. Donc on n'est plus vraiment dans du néo. Si Ouais, tu veux, ok. c'est vraiment une banque en ligne établie à très forte croissance sur le marché français. Ok, Très clair. hyper Pour le intéressant. positionnement. Mais ça veut dire qu'un jour, peut-être, vous aurez des enseignes en physique ?
Écoute, on l'exclut pas. Aujourd'hui, c'est un modèle, c'est vrai, 100%, 100% en ligne, 100% digital, mais on l'exclut pas. C'est vrai que la trajectoire est assez intéressante. Les banques traditionnelles sont parties d'un modèle plus réseau pour aller vers le digital, alors que nous, c'est le contraire, si tu veux. Aujourd'hui, on est vraiment pure player digital et à voir si à l'avenir, on rajoute des briques physiques. C'est un peu le modèle des NVB finalement qui ont percé, qui finissent par ouvrir des boutiques en physique quand initialement elles sont positionnées que sur du digital. Donc ça paraît pertinent à terme. Trop cool. On passe sur la deuxième question. Changer de banque, c'est aussi galère qu'un déménagement, une décision rationnelle et rapide, quelque chose qu'on fait après une rupture ou un dégât des eaux. Tu veux buzzer ? Ouais, repose la question. Est-ce que c'est aussi galère qu'un déménagement, une décision rationnelle et rapide, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait après une rupture ou un dégât des eaux ? Moi, je vais buzzer. Je vais dire, globalement, je pense que c'est, alors à minima aussi galère qu'un déménagement. Absolument pas rationnel. Je pense que ça prend... Enfin, c'est rationnel dans l'absolu, mais c'est pas nécessairement rapide. Donc, je vais pas dire 2. Et la question 3, ça doit arriver, ouais. Et moi, j'ai envie de dire aucun des 3. Tout simplement parce que je pense que cette notion de changer de banque a beaucoup évolué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu regardes la réalité du marché, les Français sont multibancarisés. Tu vois, c'est vraiment une réalité. Tu as plusieurs banques. Je sais pas combien de banques vous avez. Moi, je sais que j'en ai plusieurs. Mais ça dépend un peu des produits, si tu veux, auxquels tu as souscrit. Donc, typiquement, Revolut, on n'a pas encore de prêt IMO. Et donc, moi, je sais que j'ai un prêt IMO dans une autre banque. Après, j'ai mon salaire qui est sur Revolut. Et donc, je suis multibancarisé. Et ce qui a beaucoup évolué, et tu vois, notamment avec des secteurs comme Revolut, c'est que la création d'un compte bancaire, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus facile. Tu vois, chez nous, ça prend 5 minutes pour se créer un compte. Donc, tu vois, c'est pas une galère de se créer un compte. Ce qui est une galère, c'est quand tu vas très très loin dans l'expérience client, quand tu domicilies ton salaire, quand tu vires, quand tu changes tous tes prélèvements automatiques, etc. Voilà, ça, c'est effectivement, il y a un peu de friction. Donc, c'est quelque chose qui se produit un petit peu moins longtemps. Moins souvent plutôt. Donc non, je pense pas que c'est une galère. Au contraire, c'est très simple maintenant d'ouvrir un compte bancaire et de découvrir justement des solutions comme les nôtres. Primo, c'est un truc sur lequel vous bossez ? Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc on est en train de tester ça aujourd'hui en Lituanie, je crois. Et donc l'idée, c'est si on est content du produit qu'on aura réussi à développer, après, c'est de le proposer dans tous les marchés dans lesquels on opère. Okay. Lituanie, parce que vous êtes régulé là-bas ? Je t'en prie. Non, en fait, si tu veux, le gros avantage de Revolut, c'est qu'aujourd'hui, on est présent dans 38 pays. Et donc, ça nous permet en permanence, en fait, de tester des produits dans un marché. Donc, tu vois, on va tester... J'en sais rien. Marché test lituanien. Voilà, donc en permanence, on choisit... Non, en fait, on choisit des labs, comme tu dis, c'est une bonne image, tu vois, par produit. On va tester dans ce marché-là, pour des raisons un peu spécifiques. On travaille, jusqu'à trouver, tu as vraiment le market fit, vraiment le produit sur lequel on pense qu'on va pouvoir vraiment attaquer dans les autres pays. Et après, on déploie. Donc voilà, on est vraiment dans cette stratégie, si tu veux, de test dans un pays avant de déployer partout, quoi. Est-ce que vous m'entendez ? Non, moi je me disais juste, tu disais que c'était rapide de changer de banque sur Revolut, c'est vrai. Sauf mon père qui a mis au moins 2 jours pour le faire. Après, il met 2 jours pour envoyer un mail, donc je pense que c'est pour ça. Et tu disais un truc qui était hyper intéressant, c'est vrai qu'on a plein de banques pour différents besoins. Et c'est vrai que là, j'ai été séduit par Amex parce qu'ils m'offraient un abonnement Prime pendant 1 an. Donc, ça, et après, donc, c'était hyper intéressant parce qu'ils savent, je trouve que chaque banque s'est ciblée à un besoin sur. Donc c'est hyper intéressant. Tu seras séduit par les offres Revolut. Ça, je vais apprendre. Alors, qu'est-ce que vous offrez ? Deliveroo, Uber Eats, je prends tout. Oui, tout à fait. Du Tinder, Tinder Gold, lounge d'aéroport, enfin il y a tout un paquet. Tout à fait. Ah, c'est vrai, premier degré ? Ah, bien sûr, et sur les abonnements payants, donc tu as tout un ensemble de services qui sont inclus, voilà, comme Tinder Gold par exemple. Voilà, c'est inclus dans ton abonnement. Je vais demander à ma femme. Ok. Moi, j'ai une petite question pour toi, Nicolas. Oui.
Tu disais, vous partez sur des marchés de test. Ça, c'était intéressant. Tu dis des espèces de labs. Et on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un autre acteur d'une fintech qui nous disait, mais en fait, ce qui marche sur un marché marche pas forcément sur les autres. Ils ont fait des opérations en Espagne et ensuite, potentiellement, en France, ils répliquaient exactement la même chose et c'était un flop total. Est-ce que toi, tu vois potentiellement qu'il y a un truc qui fonctionne, qui se réplique ou est-ce que si tu l'as testé en Roumanie, est-ce que ça marchera en France ou pas? Comment est-ce que vous pensez le scale ensuite? Non, nous, si tu veux, toute la philosophie Revolut, c'est d'avoir une plateforme commune. Tu veux, le produit Revolut en France, il est à 95% le même produit que Revolut Allemagne, que le produit Revolut UK et que Revolut Italie. Donc, si tu veux, les besoins en fait sont extrêmement similaires entre un client à Berlin et un client à Paris. Il a les mêmes problématiques financières, les mêmes besoins, les mêmes envies, etc. Donc non, en fait, on arrive assez bien. En fait, une fois qu'on a un produit qu'on trouve vraiment de qualité, vraiment disruptif, vraiment qui répond vraiment aux besoins, et ben on le déploie partout. Oui, les spécificités, elles vont se faire au niveau de la conformité, du réglementaire, des KYC par exemple. C'est pas les mêmes d'un pays à l'autre. Exactement. Mais pas, tu vois, là, tu es vraiment sur la marge. Ouais, bien sûr. Tu es vraiment sur la marge, tu n'es pas sur le cœur du produit. Ouais. Tu vois, une fois que tu as un produit qui est vraiment disruptif, intéressant, je te donne un exemple. On a lancé un produit d'épargne où aujourd'hui, le client reçoit des intérêts tous les jours. Ça, on est les seuls à le proposer. Et donc, c'est un produit qui est vraiment innovant. Et donc, on le déploie partout. Il n'y aura peut-être pas le même niveau d'adoption en fonction des fonctionnalités. On sait que l'Allemagne est beaucoup plus éduquée financièrement qu'en France. En France, il y a peut-être une demande pour ces... Je suis pas sûr si l'Allemagne est beaucoup plus éduquée que la France. Hein, tu penses pas? C'est ce qui se dit dans... Ah non, ouais l'industrie... Non. En Allemagne, tu sais, c'est encore très... Il y a beaucoup de cash. Ouais. En France, on est ultra adepte de produits digitaux. Non, je pense que la France, c'est très avancé à ce niveau-là. On passe à la prochaine question. Je me suis fait une blague, je rigole tout seul. La stratégie de Revolut en France, c'est du snacking bancaire pour attirer petit à petit, une offensive sur tous les fronts, retail plus B2B, ou une masterclass d'adaptation locale. Je vais dire... Toujours sur le buzz, là. Ouais, on buzz plus, là. Je vais dire 1 et 2. Toi Non, vas-y. Ouais. Je complète. Et pourquoi pas 3? C'est une bonne question, effectivement. Je pense adaptation locale, ça revient un peu à ce qu'on se disait avant. Si tu veux dire qu'on a vraiment une plateforme globale. Si tu veux dire, on a vraiment un produit qui est largement le même dans tous les pays. Et donc notre approche, ça va toujours être, si tu veux, de déployer des stratégies et des produits qu'on peut adapter dans tous les pays. Donc effectivement, après, tu as un petit peu de ce qu'on appelle de localisation, d'adaptation au marché. Mais globalement, si tu veux, les produits et les stratégies marketing sont sensiblement les mêmes, en fait, dans tous les pays. Donc oui, tu as besoin de trouver un petit peu les spécificités du pays, le positionnement du pays, ou tu vois, les plateformes médias qui peuvent être un petit peu différentes. Mais globalement, c'est quand même sensiblement les mêmes dans tous les pays. Donc, tu vois, notre approche, c'est pas forcément via localisation de l'extrême qui va nous faire craquer un pays. Non, ça va être vraiment... est-ce qu'on a un produit qui est vraiment au-dessus du marché? Est-ce qu'on a une stratégie marketing qui est ultra efficace de manière globale? Et après, comment on la met en œuvre dans tous les pays et comment on ajuste un petit peu en cas de besoin? Mais si tu veux, on ne commence pas par le local. Et surtout, je pense que le fait que vous offriez une gamme de services extrêmement large fait que, aussi bien en France, vous avez les moyens de cibler une diversité d'audience qui est hyper intéressante. Et c'est la même chose avec les différents marchés finalement. Si vous vendiez qu'un seul truc, là, vous seriez obligé de diversifier votre offre en fonction des spécificités locales. Là, il y a tellement de choses en fait à aller chercher au sein même de l'app que les usages sont différents d'un marché à l'autre, d'une audience à l'autre. C'est là qu'il va y avoir des différences. Bah, tout à fait. En fait, ça revient un petit peu à ce que tu disais sur la théorie du snacking. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un client rejoint Revolut, si tu veux, aujourd'hui, on a plusieurs verticales de produits. Donc, tu vas avoir, par exemple, les produits, on va dire, plus voyage. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu utilises Revolut, tu n'as pas de frais sur tes paiements et à l'étranger et tu as accès à des taux de change très compétitifs. Donc, tu vois, tu as des clients qui vont nous rejoindre parce qu'ils partent en vacances et donc ils se disent « Allez, je me prends une carte Revolut
pour ce besoin-là. Tu as d'autres clients, par exemple, qui vont être intéressés par la verticale investissement et qui disent « je veux investir ». Revolut a une offre extrêmement étoffée de produits d'investissement, donc je rentre par la porte investissement. Tu as une autre porte qui va être la porte crédit ou qui va être la porte épargne. Tu vois, on a plein de portes différentes. Et en fait, comme la mise en relation, l'accès au produit est extrêmement rapide, tu vois, il te faut vraiment 5 minutes pour te créer un compte. En fait, ça veut dire que très rapidement, le client va pouvoir accéder justement à la feature, à la verticale qui l'intéresse et donc tester Revolut. Donc c'est à ça qu'on fait référence quand on dit snacking. Ça veut dire, je vais tester un produit. Je vais tester une des verticales qu'on propose. Et après, notre job, ça va effectivement de lui proposer le buffet, quoi. Ça veut dire qu'il a découvert une verticale, comment est-ce qu'il découvre l'ensemble des autres fonctionnalités qu'on propose. On anticipe peut-être la suite. Ouais, mais moi, c'était la dernière question du jeu avant de passer au prochain. Moi, j'avais une question sur ça, mais du coup, vous travaillez de manière très horizontale. Vous n'avez jamais eu d'objection en disant, mais du coup, vous n'êtes pas expert sur un sujet? Non, parce que si tu veux, l'objectif, c'est vraiment de proposer C'est une bonne question, hein. L'ensemble des services financiers dont tu as besoin dans ta vie au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme je te disais, beaucoup de gens sont multibancarisés ou ont, tu vois, plein d'apps pour plein de produits différents. C'est fastidieux. Si tu veux d'avoir, j'en sais rien, ton investissement ici, ta banque là-bas. Voilà. Aujourd'hui, Revolut, l'idée, c'est vraiment de tout ramener sous un même toit, avec l'ensemble des services dont tu aurais besoin dans ta vie financière, disons. Et ce qui est certain, c'est que si on prend l'exemple du trading, une personne qui est hyper expérimentée et qui va rechercher des milliers d'actifs, du small cap et des outils très poussés de trading, il va prendre un outil qui est reconnu sur le marché. Voilà. Maintenant, c'est un marché qui est très étroit, hyper compétitif. Et il y a déjà beaucoup à faire avec Revolut, ne serait-ce que pour investir, vous avez quand même une belle diversité. Oui, c'est très bien. Maintenant qu'on a planté le décor sur Revolut, pardon, Sams. Ouais, mais vous m'avez entendu, j'ai une dernière petite question sur cette stratégie du coup localisée versus globale, justement. Ici, tu parles plutôt du retail, sur le fait d'avoir une approche un peu généralisée entre les différentes régions, les différents pays. Est-ce que tu as une expérience différente sur le B2B, où là, pour le coup, tu as des manières d'appréhender peut-être les néobanques ou les comptes pro B2B qui est peut-être très différentes de pays à pays? Alors, c'est sûr, je pense que c'est plus extrême dans le côté retail. Ça veut dire que typiquement, il y a des pays dans lesquels l'application bancaire, elle peut télécharger sans avoir une seule personne dans la boîte qui parle la langue du pays. Tu vois, je pense à l'exemple du Danemark. Je crois qu'il n'y a personne qui est danois. Et pourtant, tu vois, c'est l'application bancaire, elle peut télécharger dans ce pays-là. Parce que tu arrives à mettre, avec toute la plateforme marketing qu'on a développée, quelque chose de suffisamment puissant pour vraiment croître sur le marché. Sur la partie B2B, je pense que c'est moins extrême dans le sens où tu as quand même beaucoup de... Genre la partie commerciale, les commerciaux, les sales ont vraiment un impact très important sur le développement de ton produit, de ton offre. Et donc, c'est dur de ne pas avoir de commerciaux qui parlent la langue du pays dans lequel tu veux te développer, quoi. Donc, ouais, je pense que c'est effectivement... c'est moins vrai pour la partie B2B. B2B, ok. Hyper intéressant. Maintenant qu'on a planté le décor sur Revolut, on va s'amuser un petit peu. Bienvenue dans la partie de billes, le jeu où on vous pose des questions marketing et vous devez choisir entre deux réponses ou dire les deux si vous êtes joueur. Évidemment, vous devrez argumenter s'il y a débat, mais pour ça, on attend la fin de chaque round. Savinien, tu as le droit de réagir comme un sniper, hein, vu que tu es le pro. Avec plaisir. Du shot. C'est gentil, c'est flatteur. Alors, round 1, structure et organisation. Structurer un budget marketing sur 40 pays, c'est un casse-tête géopolitique, un tableau Excel à 16 dimensions, ou les deux? Nicolas. Je parle sous ton contrôle, mais pour moi, c'est les deux, clairement. Moi, j'ai vécu qu'un truc avec 4 ou 5 marchés. C'est déjà assez à la fois politique et un casse-tête organisationnel, mais je pense que c'est ce qui fait votre force. Donc, Oui, moi je pense que c'est pas forcément politique, mais c'est effectivement un fichier Excel avec beaucoup de de lignes. il n'y a pas de guerre pour aller chercher les plus gros budgets d'un marché à l'autre? Non, pas forcément. En fait, si tu veux,
Notre stratégie marketing, c'est vraiment extrêmement héroïste. Ça veut dire que tous les investissements qui sont faits sont dans le cadre d'un prisme héroïste. Et ça veut dire qu'effectivement, tu as plus de budget dans un marché si le ROI permet justement de développer davantage. Et c'est pas toujours évident de tout traquer, Ah bah alors de ça, tout c'est héroïser. On parle des débats à la fin du round. On parlait des débats. Ok. Enfin, on débattra à la fin du round, je vous dirai quand c'est le moment. Alors, changer les objectifs marketing chez Revolut, une réunion de 15 minutes, une guerre diplomatique ou les deux. Nicolas? 15 minutes. On exagère un poil, mais disons que je pense qu'on est extrêmement rapide pour changer de direction. Si quelque chose ne marche pas, eh ben on arrête immédiatement. Et toi, Sav? Oui, je suis assez d'accord. Je pense que les objectifs sont très clairement définis et que s'il faut les modifier, c'est pour des bonnes raisons, donc ça va vite. Le travail chez Revolut, c'est un mix entre bootcamp et hackathon permanent, ou une légende LinkedIn, ou les deux. On m'a dit que vous avez une culture de sélection naturelle où seuls les high players survivent. Mais ce qui est une bonne chose d'un point de vue business. Oui, alors si tu veux, c'est vrai que c'est exigeant de travailler chez Revolut, mais parce que, si tu veux, c'est des marchés qui sont extrêmement compétitifs. Le retail banking, c'est extrêmement compétitif, c'est un business de volume, donc il faut y aller, quoi, effectivement. Donc, est-ce que c'est un hackathon ou un bootcamp? Bah, oui, pourquoi pas, tu vois, je pense que je me rapproche plus de cette option-là, parce que tu es en permanence, si tu veux, en train d'essayer de craquer quelque chose, de trouver des nouvelles idées, des nouveaux produits, de comment je vais accélérer ma croissance. Tu es en permanence en fait en train de remettre en question quelque chose qui est établi. Et en plus, surtout, tu vois, quelque chose qui était valable pour toi, pour ton marché, il y a 6 mois, 1 an, n'est plus du tout valable aujourd'hui. Tu vois, sur plein d'aspects, sur la partie brand, sur la partie résultat, peut-être qu'il y a un truc qui marche beaucoup moins bien, tu vois, qui marchait super bien pour toi il y a 1 an, bah, d'un coup ça s'est effondré. Ok, comment je change, donc tu es en permanence, en fait, si tu veux, en train de te remettre en question. Ok, des ostéopathes de la finance vont craquer constamment des... C'est pas mal ça, ostéopathe de la finance. Comment réagissent les banques classiques, justement retail, par rapport à l'accélération d'acteurs comme Revolut? Je pense que ça les pousse quand même à se remettre en question et à elles-mêmes innover, à faire de l'acquisition de fintech. Enfin, c'est vital pour les banques. Bien sûr, je pense qu'elles investissent beaucoup pour, tu vois, améliorer l'expérience. En fait, traditionnellement, si tu veux, dans les banques de réseau, le business était vraiment dans le réseau. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu as toute une partie, si tu veux, des clients qui se retrouvent plus dans une offre 100% digital, 100% self-service. Et donc, il faut construire cette offre. Donc oui, je pense qu'elles ont beaucoup investi, elles investissent encore beaucoup pour offrir ce niveau de service. Tout à l'heure, il y avait un petit débat que tu voulais avoir, il me semble, sur un sujet. C'était quoi déjà, Savinien? Non, c'est le fait que y a des choses qui sont traquables ou tu parlais de ROI. Si on parle de performance, d'acquisition, c'est des choses qui sont assez... Alors, tout dépend évidemment de la multitude de canaux que tu vas avoir, mais il y a des marchés, je suppose, que vous lancez qui vont avoir besoin d'un travail sur la notoriété. Après, vous avez quand même une notoriété globale, donc je pense que mais c'est quelque chose qui est plus compliqué à traquer, ou c'est quelque chose qui rapporte sur du moyen long terme. Donc comment est-ce que vous jonglez entre notoriété et performance au niveau des budgets et du coup au niveau de la répartition des budgets sur les différents marchés? Ouais, non, c'est vraiment intéressant comme point. Et tu vois, quelque part, dans l'approche marketing un peu classique, on a tendance à dire il faut de la noto pour après pouvoir croître. Alors que nous, c'est vraiment le contraire total. Ça veut dire on va essayer de faire de la croissance et après, quand on sent qu'on a besoin de préparer la croissance de demain, et ben là, on va faire de la noto. Si tu veux, donc Revolut, la boîte, l'entreprise a 10 ans. On a utilisé des canaux qui sont plus noto, donc tu vois, de la télé, de l'affichage, des trucs comme ça, assez tardivement en fait. Ça doit faire 2-3 ans qu'on fait des campagnes comme ça, peut-être 3 ans. Donc en fait, c'est assez tard dans ton histoire marketing. Mais parce que on avait acquis si tu veux, une telle base client et telle noto sur des par exemple, des 18-35, que tu as un peu besoin de préparer, si tu veux, les segments de clients de demain.
Et donc ça, tu vas aller travailler via des canaux un peu plus noto, qui sont un peu plus difficiles à traquer, que vont être de la télé ou de l'affichage. Mais on n'a pas du tout, si tu veux, commencer par ça avant de vraiment craquer un marché, quoi. Et ça tombe bien, on passe sur la deuxième partie qui est la notoriété du coup. Deuxième round, bosser la notoriété d'une marque connue, une mission impossible, un exercice de précision ou les deux. Moi, j'ai envie de dire que c'est au contraire pour une marque comme Revolut. Je suppose que ce que tu disais, c'est que quand vous atteignez un plafond de verre au niveau de la performance, il faut aller chercher les gens d'au-dessus qui, eux, sont un peu réticents, qui ont besoin de réassurance, qui ont besoin de confiance. Donc là-dessus, il faut être précis sur les messages qu'on va chercher à véhiculer. Et, ça, c'est toute la technicité du truc. Mais je pense que c'est... Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment difficile de bouger ta noto parce que tu raisonnes sur des populations qui sont très larges, si tu veux. Donc, tu vas essayer de bouger ta noto à une échelle régionale, nationale. C'est quand même c'est quand même très coûteux globalement et donc très complexe à bouger. Donc, faire ça dès le début, en fait, c'est tout de suite mettre des gros coûts fixes qui sont difficiles à amortir, difficiles à mesurer. Et si tu veux, il y a des canaux qui te permettent assez rapidement en fait, de comprendre comment tu performes et de croître via ce biais ou via ces canaux qui sont quand même moins coûteux, quoi. Gros coup fixe, ça pourrait être un personnage de Astérix et Obélix. J'adore. Ok, on passe à l'autre question. Chez Revolut, les campagnes notoriété, on est plutôt TikTok, dans le métro ou les deux? Les deux. Ah oui, même plus, pas que. Ouais. Vous avez fait de la télé récemment même, je crois que vous étiez à la mi-temps de France-Croatie. Il a bien marché ce placement. Ouais, c'est notre troisième campagne télé. Attends, qui avait gagné ce match? On avait gagné. La Ligue des Champions, l'équipe de France, plus personne. On avait gagné, on avait perdu, je me rappelle plus. On a gagné au tir au but. Tir au but. On avait gagné au tir au but, exact. Vous avez de la chance, c'est vrai que ce match était... Après, je sais pas incroyable. Quel placement vous avez. C'était la mi-temps, effectivement, Ouais. du match. Ouais. Mais c'était ponctuel ou il y a d'autres... Non, c'était dans le cadre d'une campagne plus large. C'est la campagne que vous venez de sortir avec un réal connu, là. Avec un réel. Ah oui. Ouais, c'est Notre campagne globale. Ouais. Effectivement. Oui, donc elle tourne depuis début février. Donc début février jusqu'à maintenant. C'était le match quand Mbappé, il avait 12 ans? C'était quelle année? Non, c'est là. Ah, c'est là la semaine dernière. Ah, ok. Ah, c'était il y a 2 oui, jours. tout 3 récent. jours, ouais. Ok. Ok. Dimanche dernier. Dimanche dernier, putain, il faut vraiment que je me mette au foot. Et autre que sur les paris sportifs. L'éducation financière, un vrai levier d'acquisition, du storytelling pour assurer, ou les deux? Vaste sujet, vaste question. Les deux, j'ai envie de dire. Je pense que nous, chez Revolut, on croit beaucoup à l'éducation financière. Je pense que c'est clé, c'est primordial. Typiquement, on a une offre, si tu veux, aujourd'hui pour les moins de 18, qui s'appelle Revolut moins de 18, qui est une offre qui a été conçue pour aider les parents, pour accompagner leurs enfants dans la prise en main, dans la gestion de leur vie financière, si tu veux. Donc, on donne vraiment aux parents les outils pour accompagner leurs enfants dans cette... découverte du monde financier, mais si tu veux, c'est vraiment un produit qui est 100% piloté et contrôlé depuis le compte du parent. Donc le parent, on gère du début à la fin. Donc oui, je pense que sur l'éducation financière, voilà, on est vraiment... Concurrent de Pixpay, du coup, qu'on connaît bien, c'est nos clients. Tout à fait. Ok. Tout à fait. On est vraiment dans cette ligne-là. Aussi, non Aussi Card, ouais. Ouais, il y a pas mal d'acteurs sur ce segment. Là où c'est vrai que je suis un peu plus réticent, et je dis attention, c'est qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus d'acteurs, de personnes qui vont très loin, si tu veux, sous cette bannière de l'éducation financière, vont tenir des propos du style « si vous ne faites pas ça, vous serez pauvre toute votre vie, les politiques, 99% sont incompétents, donc venez chez moi, c'est la solution pour vous en sortir ». Bon, et quand tu te rends compte que ces personnes-là travaillent pour des plateformes, genre, bah oui. te proposent le produit, Évidemment, tu vois, en question. Évidemment. Voilà, je pense qu'il y a des vraies questions à se poser. Parce que c'est des produits financiers, parce que voilà, nous aussi, on a une offre extrêmement étoffée, et c'est très important l'investissement, mais il y a des éléments de risque.
Donc, tu vois, il faut aussi prendre des précautions Bien sûr. et traiter ce sujet avec beaucoup de précautions, quoi. Je pense que je devrais prendre cette offre moins de 18 ans et la confier à mes parents Ouais. pour mieux gérer mes finances. Moi, je pense que sur l'éducation financière, il y a plusieurs réalités. Il y a le côté marketing et en effet, tous les acteurs financiers ont intérêt à ce que la part du gâteau, le gâteau grossisse pour que finalement tout le monde se mette à investir et qu'il y ait plus de business à se faire de ce point de vue-là. Maintenant, il y a une réalité quand même qui est que les gens, moi je le vois autour de moi, des gens éduqués, des gens qui, globalement, on est assez éduqués sur tout ce qui est investissement immobilier. Maintenant, sur le financier, c'est quand même un monde qui est difficile à pénétrer et je trouve que le fait de, à minima, avoir conscience des différents actifs, des différentes stratégies d'investissement, de la diversité des risques en fonction des sous-jacents. C'est quelque chose qu'il faut maîtriser pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas se faire avoir aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec des produits bourrés de frais Bien sûr. et très peu performants. Donc c'est quand même quelque chose dans l'absolu qui est vertueux. Maintenant, oui, attention aux théories simplistes et attention aux mauvais influenceurs ou finfluenceurs. Ça me fait de la peine. Ça me fait penser à une histoire. Ma mère s'est fait voler 10 000 euros par le fou conseiller. Ouais, mais ouais. Ah ouais. Bonjour Madame Daran, je vous Ouais. appelle, au téléphone, je voulais vous dire, appuyez vite sur autoriser tout de suite. Voilà, Ouais. 10 000 euros, elle a perdu. Ah ouais, non, terrible. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et je pense que l'écueil, c'est qu'il faut faire attention à la sursimplification. Si tu veux. Genre, effectivement, et c'est une très très bonne chose, c'est devenu beaucoup plus simple, beaucoup moins coûteux, grâce à des acteurs, il y en a plusieurs, dont nous, si tu veux, d'investir. Donc ça, c'est vraiment génial. L'investissement est devenu extrêmement démocratique aujourd'hui. Ça coûte pas cher, tu peux investir avec des actions fractionnées, ce qui est une énorme révolution. Ça veut dire que tu peux investir 1 euro si tu veux. C'est vraiment en fonction de tes besoins. Mais ça reste de l'investissement. Et donc l'investissement, il y a des hauts, il y a des bas. Et donc il faut juste en être conscient de ça. Donc je pense qu'il faut faire attention à ne pas sursimplifier en disant tu veux être riche, c'est ça la solution. Tu vois, non, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans une stratégie d'investissement personnel. Donc voilà, je pense qu'il faut juste prendre des précautions et faire attention quand on parle de ça. D'ailleurs, sur le sujet, France FinTech qui vient de sortir un petit guide justement pour sensibiliser les gens sur la bonne influence financière, on va dire, versus toutes les bêtises qu'on peut entendre en ligne et comment appréhender bien le sujet. Ok, donc je vais pas écouter la pub qui me matraque. Donne-moi tout ton argent, je vais te rendre beaucoup plus riche en moins de 10 minutes. Je refuse. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui parce que tu as beaucoup de gens qui parlent d'éducation financière. Mais Oui, si tu veux, vrai, ça il y en veut a un peu beaucoup. tout et rien dire. Ça veut dire qu'effectivement, si c'est, j'en sais rien, un cours à l'école, ok, tu sais que tu as une espèce d'autorité, tu as une espèce de garant, très bien. Si c'est, tu vois, une pub Insta ou, j'en sais rien, quelqu'un qui s'est déclaré influenceur, ok, bah, quelle légitimité à cette personne-là et quel est le contrepoids, tu vois, qu'on apporte à ce discours. Est-ce que c'est mesuré? Est-ce que c'est, tu vois, est-ce que ça a du sens pour tout le monde? Donc, je pense qu'il faut prendre beaucoup de précautions et faire très attention avec ce genre de discours autour de l'éducation financière, qui est un peu une bannière un peu large qu'on agite Bien sûr, ouais. avec beaucoup de choses en dessous, quoi. C'est pour ça aussi que c'est très régulé, que toutes les initiatives marketing Bien sûr. au sein de chaque entreprise passent par des services de conformité. Tous ces trucs marketing sont suivis par les différentes entités qui nous régulent. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Que sachez que si vous me confiez votre argent, vous le reverrez jamais. Voilà. au moins, je suis honnête. On passe au 3e round, acquisition et fidélisation. Faire changer de banque à un Français, c'est un sport extrême, un jeu de patience ou les deux? Aucun des deux. Aucun des deux? Ça dépend de qui, je suppose. Oui, bah en fait, ça dépend ce que tu veux dire par changer de banque, si tu veux. Ça, c'est une vision un peu binaire. Ça veut dire, tu vois, j'ai ma banque. En fait, la réalité, c'est que les gens sont multibancarisés. Et donc, se créer un compte en banque, c'est extrêmement rapide. Ça prend 5 minutes. Chez Revolut, c'est gratuit. Donc, tu vois, c'est pas compliqué de se créer un compte Revolut. Ce qui prend plus de temps, effectivement, c'est si tu bascules toute ta vie financière auprès d'une banque. Ça, c'est effectivement, ça prend plus de temps. Ok. On passe à la seconde question, parce qu'on a encore pas mal de choses à voir. Entrer chez Revolut par l'offre voyage, puis activer l'investissement, c'est une stratégie maligne,
une stratégie opportuniste ou les deux? Je vais te dire Maline. Je peux peut-être le dire pour toi si tu veux. Moi, je trouve ça très malin et je trouve que C'est smart, ouais. je trouve que rien que le site en fait reflète la segmentation de toutes les audiences que vous ciblez. Et surtout, je pense que ça révèle aussi vos métriques, notamment d'activation. Et là, je parle sous contrôle. Je trouve que la première banner qui dit réimaginez votre salaire, ensuite avec un sitier qui dit domicilier votre salaire chez Revolut. Ça, c'est hyper intéressant parce que c'est un truc qui parle à tout le monde, qui est hyper large. Et ensuite, plus on descend dans le site, plus on va en fait nicher l'audience. Et donc, de salaire, on passe à dépenses. Et là, il y a les Rev Points, il y a la carte, que tout le monde, qui est un truc hyper accessible aussi. Ensuite, on passe à l'épargne, qui est un truc déjà, voilà, l'épargne, les gens comprennent, etc., avec des fonds monétaires, donc, qui est quand même le placement le plus sûr, on va dire. Donc ça, pareil, c'est une porte d'entrée avec à chaque fois des projections claires, donc les voyages, des projets, etc., le mariage. Et ensuite, on descend sur la case investissement, qui est là, concerne une audience encore plus éduquée. Et vous avez même poussé le truc encore plus loin avec, là, vous lancez une app crypto. Donc, en fait, même au sein de l'investissement, vous segmentez un peu plus. Donc, je trouve ça hyper smart. Désolé, je souris parce que sur l'écran, il me dit Solal, il faut avancer. Souris, mais pas trop non plus. C'est con. C'est qu'on aille plus vite et qu'on aille vraiment dans les questions-réponses. Une campagne Revolut, c'est un marathon préparé 3 mois à l'avance, une course de sprint avec un brief Slack ou les deux? Plus que 3 mois, non? Les deux, ouais. Ça veut dire qu'on en fait beaucoup. Donc c'est vrai que ça va. Donc c'est de manière générale, Revolut est un peu tout le temps en sprint. Et donc voilà, on essaie de préparer ça sur. En fait, à plein de phases différentes dans une campagne. Là, ça dépend de quel type de campagne. Vous les planifiez en début d'année, quand même? Campagne télé, tu veux dire? Les campagnes, de manière générale, les grandes thématiques de campagne, vous allez Non, pas forcément. Ouais. En fait, on a vraiment une stratégie de marketing qui est active en permanence, si tu veux. Et donc, à chaque fois, on rajoute des briques. Alors, tu vois, les temps de production ne sont pas forcément les mêmes par campagne. Donc, si tu fais une campagne, tu vois, télé, on va dire, avec un asset extrêmement travaillé, extrêmement quali, bah oui, ça met beaucoup plus de temps que si tu sors une nouvelle pub, tu vois, que tu mets sur TikTok, par exemple. Donc, tu n'as pas les mêmes temps de production, on va dire. Surtout que vous devez quand même tout localiser. Bah voilà. Donc, déployer le truc sur 40 pays, voilà. Ça demande quand même un peu de Si tu préparation. fais une campagne télé, effectivement, voilà, t'as la conception de la campagne, la production, la localisation, ça prend effectivement, c'est assez long, quoi. C'est des cycles de quoi? Au moins 6 mois? Oui. Ouais. Oui, facilement. Pour des grosses campagnes comme ça, ouais. Autre question, le cycle de vie d'une campagne chez vous, ça dure le temps d'un week-end Story Insta, une trilogie avec rebondissement ou les deux? Oui, est-ce que Les vous deux. êtes opportuniste? Très Ouais. Alors, c'est pas opportuniste, mais si tu veux, comme tu as beaucoup de campagnes qui sont programmatiques, qui sont ce qu'on appelle en performance, en fait, c'est les algorithmes qui vont un peu te dicter le durée de vie d'une campagne. Ça veut dire que si tu fais une campagne, j'en sais rien, sur Insta ou je sais pas quoi, tu vois un peu tes taux de conversion, et à un moment, tu vois que ça chute, bah, voilà, tu sais que c'est la durée de vie de la pub est arrivée à son terme, quoi. Et pour des placements moins flexibles, typiquement du métro, Ouais. Est-ce que vous savez que la campagne va durer 1 mois et ça ira pas au-delà, ou en fonction de la performance, vous allez allonger, vous allez être opportuniste? Alors ça, effectivement, c'est des canaux qui sont moins malléables, si tu veux. Genre une campagne télé, effectivement, ça se book, tu vois, 1 à 2 mois avant. Pareil pour l'affichage, donc c'est moins flexible que des canaux digitaux où tu fais on-off, tu changes un peu le lundi pour le mardi, c'est beaucoup plus souple, quoi. Donc ouais, sur ce type de canaux-là, effectivement, c'est plus rigide, on va dire. D'ailleurs, analyser le résultat d'une campagne, c'est plutôt un art, une science ou les deux? Les deux, complètement. Et à ce sujet, vous avez investi, vous utilisez quel outil d'attribution? Alors on a plusieurs outils en fonction des campagnes, mais il y en a qui sont relativement simples à traquer, d'autres qui sont plus complexes. Tu vas parler de télé, affichage, ça c'est dur à craquer. Et justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que tout n'est pas évident à traquer. Donc comment est-ce que vous allouez le budget, tu vois? Tout à fait, c'est pour ça que Au global, vous avez traqué le truc. on s'assure d'avoir une base qui est quand même largement traquable. Comme ça, on sait, tu vois, sur une partie, on va dire, prépondérante de l'investissement,
exactement ce que ça rapporte, ce que ça coûte, par canal, etc. Et donc après, tu rajoutes la partie, on va dire, plus noto, qui est la partie la plus difficile à craquer, à savoir exactement combien elle te coûte, combien elle te rapporte, etc. Traquer, craquer, j'adore. C'est un mot hyper intéressant. On passe dans le round 5, la France versus le reste du monde. Lancer Revolut B2B en France, c'est un terrain miné, en océan bleu, ou les deux? Vous en êtes où du B2B d'ailleurs? C'est parti il y a peu de temps, non? Non, ça fait plusieurs années Ouais. qu'on l'a développé. Donc non, ça marche très bien. Ça marche très bien au UK, ça marche très bien en France, ça marche globalement en fait très bien partout. Donc non, on accélère très fortement sur cette verticale. Tu t'en occupes aussi ou... Voilà, je m'occupe aussi de la partie donc entreprise. Il y a beaucoup de concurrence, comme sur la partie retail. Donc non, rien n'est simple. Du coup, j'en profite sur cette partie-là. Le marché français B2B aujourd'hui, est-ce qu'on est sur un marché qui est plutôt frileux, exigeant ou les deux? Exigeant. Je pense qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a une vraie demande pour de la simplicité, de la qualité de service, etc. Donc non, je pense qu'à juste titre, aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont extrêmement exigeants pour avoir quelque chose de rapide, simple, qui leur prenne pas la tête. Donc mais c'est plutôt une bonne chose. Et comment tu jongles entre tes différents objectifs B2B, B2C, côté ressources, côté structuration de ton temps, de la création de contenu? On a vraiment sur ça un peu deux équipes, quoi. Une équipe qui va être plus retail et une équipe qui va être plus entreprise. Parce que effectivement, tu vois, en termes de stratégie marketing, il y a beaucoup de similitudes, mais quand même, tu as besoin un peu d'experts, si tu veux, je pense, sur chaque domaine, quoi. Okay. La question que tout le monde se pose, Revolut versus Conto, un match de boxe ou un partenariat qui s'ignore, ou les deux? Partenariat à voir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus match de boxe, où je pense qu'on est concurrent. Mais encore une fois, concurrent, c'est un marché qui est très large. Aujourd'hui, il y a une vraie demande, quoi, pour ce type de produit. Donc, match de boxe sans se toucher, quoi. Si tu veux, il y a un tel marché, si tu veux. C'est du airbox. C'est du airbox, Okay. ouais. Voilà. Ok, sachez en tout cas que si on travaille ensemble, on passera chez vous. D'accord. Et si Conto, on travaille ensemble, on restera chez eux. D'accord. D'accord. Et toi, Sav, tu voulais dire un truc? Non, là-dessus, je te fais confiance. Moi, pas forcément d'avis sur cette question. Ok. On passe sur le round 7 qui est un petit bonus. Travailler avec Blue Lemon sur une campagne, c'est du contenu qui convertit, une passion pour les agrumes ou les deux? Nous, c'est une première, hein, donc... Moi, je travaille avec Blue Lemon et j'ai envie de dire les deux, quand même. Les deux. Parce qu'on ne peut pas ignorer les agrumes. On ne peut pas ignorer les agrumes et le ROI qu'on apporte, hein, évidemment. Les conversions, les cas qu'on explose. Exactement. Le mec sort énormément de bullshit. En tout cas, on adore travailler avec toi, ça. Et ça, c'est pas du De bullshit. Alors, on passe tout de suite sur une autre rubrique. C'est l'heure de la séquence la plus risquée de votre personal branding. Oula. Une seule règle, vous mettez tout nu. Non, je rigole. Une seule règle, vous n'avez pas le droit de dire oui ou non. Même pas un ça dépend. On veut des prises de risque, de position, on veut des choses claires, on veut du cash, peut-être même discutable. Ok? Vous êtes prêts? Alors, l'éducation financière, c'est comme les légumes vapeur. Tout le monde dit que c'est important, mais personne n'en veut vraiment. On garde ou on jette? Les gens qui en veulent ne le savent pas, a priori. On va pas se faire des ennemis en disant que c'est des bêtises, donc on garde. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, c'est... Il me semble que tu as dit oui. Je suis d'accord avec toi. Attends, c'est pas ok. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Tu es d'accord avec ça, Venir? L'attribution marketing en 2025, encore un truc qu'on vend en slide ou qu'on enterre en campagne? Cœur de sujet. C'est un sujet qui peut être surcoté. Parfois, il faut savoir traquer les choses au global et pas trop se torturer la tête. Parce que sinon, je pense qu'on n'endort pas la nuit. Ok. Ce que je vous propose, c'est que là, on aille plus on va complexifier le jeu, on va aller vraiment dans du ni oui ni non, et à la fin, on débattra sur toutes les questions qu'on a vues. Ok? D'accord. D'accord, ça marche. Alors, Revolut peut complètement remplacer une banque traditionnelle, ou c'est encore un délire de start-upper en open space?
Je pense que c'est des clients et des services différents. Revolut peut complètement quoi? Remplacer une banque traditionnelle. Est-ce que c'est un délire de Pas tout de start-upper suite, ou- pas tout de suite. Pas tout de suite. Ok, peut-être demain. Peut-être demain ou après-demain. Ouais, après demain. Faire du B2B et du B2C avec la même stratégie marketing, c'est comme inviter tes beaux-parents et tes potes à la même soirée. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est l'option facile. C'est un peu plus complexe que ça. Mais il faut pas tout opposer non plus. Il y a Ok. des choses il y a des bonnes choses à prendre des deux côtés. Et voilà, il y a des canaux, je pense, qui peuvent être utilisés pour les deux segments. Et après, tu as effectivement des différences. Ok, donc tu peux inviter tes beaux-parents à C'est une ça. soirée avec tes potes. Évidemment, intergénérationnel. Ok. C'est hyper important de savoir mélanger les genres. Après, ça dépend de tes beaux-parents, mais Oui, ça dépend. Ils sont sympas. Très très sympa. Et Je toi viens de vivre 2 Très mois sympa. avec eux, je peux te le Tu as dire. 2 mois Très, avec très eux sympa, tout à fait. Tu t'es ok. Les travaux ont duré plus longtemps que Ah oui, prévu. donc c'était volontaire. Ok. La culture Revolut, méthode de guerre ou modèle à enseigner à HEC? les deux. C'est une belle success story, donc c'est quand même à enseigner a priori. Les deux, oui, oui, je pense qu'effectivement, c'est une méthode de travail qui marche vraiment, en fait, qui est très centrée sur la data. Je pense que c'est ça vraiment le cœur du sujet, c'est la data, comment tu utilises la data pour aller plus vite ou être plus efficace dans tes stratégies marketing ou dans la création, le développement et l'optimisation de tes produits. Hyper clair. L'IPO Revolut en 2025, vraie info, rumeur de quartier qui fait monter la valo ou bande-annonce pour la future série Netflix? Joker. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras multimillionnaire? Tu vas aller voir un CGP et tu vas aveuglément lui faire confiance, ou tu vas jouer un peu de ton éducation financière pour faire des choses qui te semblent cohérentes? Hyper important. Si besoin d'aide, j'allais dire, je sais pas comment vous aider. Blue Lemon en agence, c'est plus fiable qu'un compte Revolut à l'étranger. On teste ou on laisse passer notre chance? C'est plus pour toi, ça. J'ai déjà testé, moi. Moi, j'ai déjà testé, je suis convaincu. Et Pas toi, encore- tu pas testes encore testé, Pas encore donc, Ok, bon, ça arrivera. C'était tendu, c'était hyper intéressant. Est-ce qu'il y avait des sujets, là, vous voulez qu'on débatte sur des points qu'on a abordés dans ce ni oui ni non? Il y avait des choses qui vous ont parlé plus que d'autres? Pas forcément dans le ni oui ni non. Je pense que ça a repris pas mal de sujets qu'on a déjà abordés, mais peut-être sur d'autres trucs. Ok. Je sais pas. Alors, je propose c'est qu'on passe à la seconde chronique, qui est on refait le match. On vient de passer en revue toute la mécanique Revolut, acquisition, rétention, orga, campagne, snacking, multipay. Mais maintenant, on va prendre un peu de recul. Donc, on sort la loupe, le scalpel et un peu de mauvaise foi constructive. C'est l'heure de refaire le match. Alors, c'est parti. On capte un client via un cashback voyage, puis on lui glisse une carte métal et on finit par lui proposer un coffre épargne. Ok sur le papier, mais dans la vraie vie, la stratégie en 1000 étapes, ça marche ou ça perd des gens en route? Les deux. Ah oui, évidemment les deux. C'est sûr que tu perds des gens en route, mais si tu veux, notre parti pris, c'est que l'accès au produit est très rapide. Si tu veux, aujourd'hui, je voyais beaucoup de pubs, là, d'affichage de banques plus traditionnelles où on te donne un bonus pour domicilier ton salaire. Alors, dès le début, on te dit rejoins-nous et domicile ton salaire. Bah, ça, tu demandes un effort extrêmement important au client. Tu vois, ça veut dire que tu connais pas la banque, tu n'as jamais essayé, et tout de suite, on te demande de faire quelque chose qu'en moyenne, tu fais tous les 9 ans. Donc, c'est assez intense, en fait, comme demande de faire ça. Nous, on n'est pas dans cette logique-là. On est vraiment en train de te dire, crée-toi un compte, découvre, teste. Ouais. Tu vois, c'est un peu le try before you buy, comme Ouais. disent les Anglais. Tu vois, le test, vois si ça te plaît. Et après, tu feras ta décision de voir si tu veux utiliser plus de produits, si tu veux en faire ta banque principale. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Si tu veux, on n'a pas mis des frais en cas de non-utilisation. Ouais. Ou vivre ensemble avant le mariage. Ouais, voilà, Ok. c'est vraiment, essaye. On apprend à se connaître, on voit Exactement. comment ça se passe. Prends ton temps, Ok. découvre le produit. C'est rapide pour une entrée en relation, donc teste. Et après, si besoin, on fait des enfants, on construit notre compte Exactement. ensemble. Ok. Et surtout que vous avez une telle diversité de snacks, pour prendre la stratégie du snacking, qu'une Bah oui. personne qui va voir une pub qui va pas être sensible au snack poussé, peut-être dans 2 mois, il va voir une nouvelle offre ou il va avoir une autre feature et il va finir par adopter le truc. Donc je pense qu'au-delà de la déperdition,
qui pour moi est un peu surcoté. Il faut voir combien vous payez Ce que j'allais dire. finalement chaque utilisateur, et parce qu'il vaut mieux avoir 10% de conversion, mais payer 1 euro, que payer des mecs 50 euros et avoir 50% de conversion, quoi. Ah oui, C'est bien aussi sûr. ça. Parce que parfois, trop d'options ne tue pas l'activation. C'était une question qu'on se posait un peu. Trop d'options. Oui, trop d'options. Est-ce que Trop ça de tue features, pas tu veux dire? Ouais, trop de features. Bah non, parce qu'en fait, vraiment, tu choisis ce que tu veux utiliser. Si tu veux, comme tu veux, le produit de base est gratuit, bah après, à toi de choisir ce que tu veux utiliser. Oui. Et après, de monter en gamme. Sur Ok. notre travail, ça va être après un client qui est rentré, encore une fois, pour une verticale, on va lui faire découvrir d'autres et on va le faire monter en gamme. Peut-être qu'il passe sur un abonnement payant, peut-être qu'il passe... Tu vois, il y a plein de produits après que tu vas un peu lui cross-sell. Hyper intéressant. En fait, ça me fait tout de suite penser à notre positionnement de Blue Lemon, où en fait on avait tout de suite construit une agence où l'idée c'était de se dire, pas on fait un truc one-stop shop avec un produit, on devient ultra vertical, très industriel sur un domaine, mais au contraire très horizontal, avec des industries, des appétences, des secteurs préférentiels. Et enfin, c'est cool aussi d'entendre ça sur le secteur bancaire, de se dire que c'est aussi une bonne moyen de faire du sales, du cross-sale, et qu'il y a une vision qui est plus long terme finalement. Mais là où tu as quand même raison sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas que la diversité de l'offre se fasse au détriment de la qualité. Oui, exactement. Il faut quand même Ah avoir oui, tout à fait. c'est là peut-être votre force, c'est que vous arrivez quand même à un niveau de qualité, vous réussissez à offrir un Ouais. niveau de qualité pour chaque verticale qui est intéressant. Bah, c'est la seule manière, en fait. Hein. Je pense que tu vois, pour chaque produit doit être un peu meilleur de classe, si tu veux, en termes d'offres. Et donc, si on sent qu'on n'a pas un produit qui va vraiment performer sur un marché, bah, ça sert à rien. Ouais. Et parfois, on se trompe. Hein. Parfois, on lance des produits qui marchent pas, et donc, voilà, on arrête. On a lancé, par exemple, je crois qu'il y a une assurance pour les animaux, je crois, en Irlande. Ça n'a pas du tout pris. Ah ouais. Et bah, ok, stop, on arrête. Très gros secteur pourtant. Très gros Ouais. secteur, mais on n'a pas su trouver, construire Ouais, le vous produit avez qu'il pas fallait. trouvé. Donc, Ok. bah, on a arrêté. En France, c'est l'Eldorado. Comment? Il y a Dalma qui vient de lever 20 millions d'euros. En France, c'est l'Eldorado. Ouais, L'assurance Ouais, pour animaux. Dalma. partagé nos bureaux avec eux il y a quelques années. Dalma qu'on Figo, connaît bien, Santé Figo, Pet, ouais, Assure au poil. ouais. Pareil, très gros marché. On part sur la notoriété en 2025. Alors, on a vu, vous investissez beaucoup sur la notoriété, mais soyons francs, en 2025, dans un monde saturé de contenu, ça vaut encore le coup de se battre pour être connu, ou alors est-ce qu'il vaut mieux juste être bien ciblé et laisser tomber la gloire? Les deux. Complètement les deux. Ça veut dire que, si tu veux, tu faut raisonner par segment. Ça veut dire que tu peux être très connu sur un segment, mais à un moment, tes clients de demain viendront forcément d'un autre segment. Si tu veux. Si tu as 70% de notoriété sur une classe d'âge et 20% sur une autre classe d'âge, tu sais très bien, et pareil en termes de pénétration, le ratio de clients par classe d'âge, tu sais très bien que tes clients de demain viendront d'un autre segment. Donc tu es obligé de travailler ce segment-là pour construire tes clients de demain. Et si tu veux, les plateformes médias sont assez différentes en fait. C'est-à-dire, ce que consomme aujourd'hui un 18-24, ça n'a rien à voir avec ce que consomme un 25-34, et ça n'a rien à voir encore une fois avec ce que consomme un 35-55. Donc tu vois, quelque part, tu travailles des plateformes médias différentes en fonction des personnes que tu veux cibler. Après, j'ajoute un truc par rapport à ta question tout à l'heure sur est-ce que c'est difficile de travailler la notoriété d'une marque qui est déjà connue. Ouais. Je trouve qu'au contraire, le fait d'être déjà connu te permet une certaine liberté en termes de la créativité des contenus que tu vas pouvoir produire. On le voit chez Back Market, Sorare, chez vous, là, avec votre clip récent. Voilà, vous avez des budgets pour faire des choses hallucinantes avec des réals qui sont connus. Niveau créativité, vous pouvez prendre des risques. Les gens vous connaissent déjà, qu'en fait, ils vont être marqués par la qualité du clip. Quand des boîtes qui se lancent, elles doivent avoir un message très clair, très simple, parce que personne ne les connaît, personne ne les attend, personne ne sait même qu'elles existent. Là-dessus, je pense quand même que d'un point de vue marketing, d'un point de vue créatif, c'est quand même plus sympa de bosser sur des campagnes de marques déjà connues, quoi. Ah oui. En fait, c'est vraiment un cheminement, si tu veux. Ça veut dire que, comme je te disais, Revolut, on a mis cette partie, on va dire, branding, campagne, télé, etc., très tardivement. Donc, c'est vraiment une histoire de à quel moment, si tu veux, tu investis sur tel ou tel type de médias, de canaux et de prod, quoi, qui
qui en découlent. Du coup, j'en profite sur la question de la marque. Est-ce que la marque fait vendre ou est-ce que c'est juste du bonus quand tu as déjà un bon produit ? Les deux. Alors, je pense que le produit, c'est fondamental. Si tu n'as pas un bon produit, c'est impossible. C'est impossible, si tu veux pas te tromper les gens. Ok. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est d'avoir un produit top, quoi. Ok. Et après, c'est là où tu poses, si tu veux, des briques supplémentaires. Donc, tu parlais de brand. La brand, c'est super important pour plein de raisons. Si tu veux, ça va définir ton positionnement. Tu vois à quel point est-ce que tu es une marque premium. Ça va attirer des typologies de clients différents. Ça peut t'aider sur la partie confiance. Tu vois, on a une banque, donc la confiance, c'est primordial. Donc c'est juste une histoire de parcours, quoi. Ok. On passe sur le 3e round, la vérité sur la domiciliation. On veut tout savoir. Revolut, c'est top pour partir en vacances à Lisbonne. D'ailleurs, j'y suis allé, très belle ville, je vous conseille. Mais est-ce que pour s'imposer comme une vraie banque, la domiciliation du salaire, c'est pas le vrai game changer ? Est-ce que vous en faites un levier clé ou c'est un combat trop long pour 2025 ? Je pense que c'est pas un levier, mais c'est un objectif. Ça veut dire que, comme je te disais par rapport à la théorie du snacking, voilà, tu utilises de plus en plus de produits. Et à un moment, tu te dis, en fait, je sais pas, 70% de ma vie financière est sur Revolut. Pourquoi est-ce que j'y mets pas mon salaire ? Et donc, c'est vraiment progressif. C'est pas un levier. C'est pas un truc où on fait pas de campagne, nous, en te disant, ramène ton salaire, on te donne 150 €. Ok. On fait pas Oui. ça. Ça, c'est la théorie du complot. Ouais. Non, c'est pas la théorie du complot. Donc, tu vois, si tu veux, c'est un peu un résultat de toute l'utilisation du produit que tu auras fait jusqu'à aujourd'hui. À un moment, tu te dis, mais attends, pourquoi je bascule pas ? Ok. Très intéressant. Toi, Sav, ta caisse ? Ouais, moi, j'acquiesce. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est un des premiers appels à l'action qu'on voit sur votre site. Donc, je suppose que c'est un objectif important. C'est la porte d'entrée vers Bien sûr. Vraiment plein d'autres trucs. C'est sûr qu'un de nos objectifs, c'est d'avoir de plus en plus de clients qui nous utilisent comme banque principale. Évidemment, d'un point de vue rentabilité, c'est rien à voir. Un client qui tu utilises tous les jours, alors que vis-à-vis par rapport à un usage plus ponctuel, disons. Est-ce que le salaire, c'est encore un indicateur d'usage ou c'est juste un fantasme de marketeur B2C ? Pardon, le quoi ? Le salaire. Le salaire de... Le salaire, est-ce que le salaire, c'est... Sam, je crois que c'est toi qui as écrit cette question. Sans salaire, parce qu'on est passionné de marketing. C'est notre salaire. De quoi ? Qu'est-ce que tu voulais dire là ? On est sur la même question de mettre notre salaire, de domicilier le salaire chez Revolut. Mettre le salaire sur... On y a déjà répondu plusieurs fois. On a déjà parlé pas mal. On couvrira cette partie-là. On coupera ou tu reposes la question ? On en a pas mal. On a déjà parlé, on on va l'a couper. On va couper et le temps passe. Yes. Dans 10 petites minutes, on aura fini, ok ? Donc je sens que le match était serré, mais on a bien décortiqué les temps forts. Maintenant, on passe au moment où personne n'est prêt. Le bureau du proviseur, et croyez-moi, Sanson a pris des notes. Alors Sanson, c'est quoi ton avis là-dessus ? C'est une très bonne question. Chez Revolut, la stratégie marketing repose sur un concept simple, mais redoutable et efficace, c'est le snacking. Alors c'est quoi le snacking ? C'est l'idée d'entrer par des petites portes, par des use cases concrets du quotidien, comme acheter une eSIM pour voyager, prendre une assurance à la volée, envoyer de l'argent à l'étranger en quelques clics. Des fonctionnalités qui sont à la fois pratiques, rapides et ultra accessibles. En France, on le sait, les gens connaissent déjà le livret A, le PEA, ils ont leur banque historique, mais ils ne changent pas si facilement. Alors Revolut ne cherche pas à tout bouleverser d'un coup, mais plutôt à s'infiltrer subtilement dans leurs usages. Une UX irréprochable, des features qui parlent à tout le monde, et une fois que l'utilisateur a goûté, on peut enclencher le reste. C'est là que la vraie stratégie démarre. Un CRM ultra segmenté, un parcours automatisé, des upsells, des cross-sells intelligents, et l'objectif, transformer un testeur en un utilisateur régulier, puis un client principal. Et pourquoi pas, à terme, faire de Revolut sa banque principale avec une domiciliation de salaire et tous les services autour. Revolut, ce n'est pas juste un bon produit, c'est une machine bien huilée, pensée pour engager, convertir et fidéliser, en s'adaptant à chaque profil au bon moment. C'est good pour vous ? C'est ça ? C'était clair ? Tu valides ? Très bien résumé. La théorie du snacking, bravo. Ça va finir sur le site de Revolut. On a un ambassadeur de marque en puissance.
Top. Samson, merci beaucoup, maître Samson, Avec grand plaisir. pour cette belle définition du positionnement, notamment pardon. Content. Non, j'allais dire de... Merci beaucoup, maître Samson, pour cette belle définition de la stratégie, une des stratégies en tout cas de Revolut. Comme on a vu comment Revolut avance entre innovation et adaptation locale, une vraie masterclass de scaling international. Bravo. Vraiment bravo. Nicolas, un immense merci d'être venu. Savignan, on t'attend toujours sur TikTok. Samson, continue de faire ce que tu fais parce que vraiment c'était parfait. Comme souvent. Et si vous voulez hacker votre acquisition, Blue Lemon est là. LinkedIn, site, pigeon voyageur, on prend tout. À très vite pour un nouvel épisode de La Récréation. Et merci encore à vous deux.